Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder à travers le canal Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace qui vous est dédié, vous qui êtes technocrate, vous êtes expert, vous détenez un savoir faire dans tel ou tel autre domaine de la vie. C'est ici votre vitrine à travers laquelle vous pouvez montrer au grand public ce que vous faites, ce que vous avez comme idée nouvelle, justement, pour que nous puissions tous contribuer à l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo. La raison pour laquelle vous êtes déjà habitués à cette émission, vous savez, à chaque numéro, nous avons un invité, mais également nous traitons d'une nouvelle thématique. Merci de votre sympathique attention à votre émission, mais également vous êtes nombreux à nous suivre à travers notre chaîne YouTube, CCTV, Ralik, officiel, Opinion Libre. Continuez à nous écrire, continuez à nous regarder à travers cette chaîne. Nous sommes très heureux de tout ce que vous faites pour nous, justement. Vos suggestions et vos commentaires, en tout cas, nous vont tout droit au cœur. Mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous, c'est un politique, je peux le dire ainsi. Il est communicateur du parti politique Orange, que dirige M. Fio Ndondoboni, ici à Kinshasa. Il s'appelle Évariste Tshisekedi, il est communicateur, il est ensemble avec nous. Avec lui, nous allons en parler aujourd'hui, vous le savez, dans toute la classe politique congolaise. Aujourd'hui, le débat est houleux. Ce débat s'invite justement par rapport à la proposition qui a été faite par le député national Stephen Bikai, justement, voulant changer la Constitution. Il y en a qui pensent que l'on peut changer la Constitution, il y en a qui pensent qu'il faudrait que l'on puisse procéder juste à changer quelques dispositions constitutionnelles, mais il y en a d'autres qui ne trouvent pas qu'il y a l'opportunité justement pour que l'on puisse procéder à cette démarche du changement de la Constitution ici chez nous en RDC. Nous allons en parler avec lui, mais également nous avons connu en RDC 3 cycles électoraux. Quel est le comportement de jeunes, le comportement politique de jeunes Congolais, souvent pendant la période électorale? Avec lui, notre invité sur ce plateau, nous allons parler avec lui par rapport à tous ces deux sujets. Monsieur Évariste, bonjour. Bonjour, cher Émile. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci beaucoup de cette considération que vous avez à notre personne. Et merci aussi de la confiance que vous nous faites pour chaque fois venir parler de choses aussi pertinentes qui concernent le Congo. Parce que j'ai toujours dit, le Congo nous appartient à nous tous. Et chacun là où il est a quelque chose à faire pour l'avancement du Congo. Le Congo n'est pas seulement aux politiques, mais vous aussi, là où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose pour le développement, pour l'avancement du Congo. Alors, très belle entrée en matière. C'est de savoir d'abord la première des questions, comment se porte votre parti politique? Le parti politique Orange se comporte très bien et vraiment nous sommes en bonne santé, si on peut le dire comme ça. Et le président Fio est en très bonne santé. Nous venons il y a quelques semaines, on avait une très grande activité qui était dénommée FFJ, Fachi Fit Jeunesse. Donc cette symbiose du président Félix Antoine Tshisekedi et la jeunesse, c'est Fachi Fit Jeunesse, c'était un cadre pour permettre aux jeunes d'être entendus par les chefs, parce que nous pensons que la jeunesse qui est considérée comme l'avenir de demain, comme l'avenir du Congo, et surtout que notre population est beaucoup plus jeune, nous avons pensé, le président Fio Ndondoboni avait pensé qu'il faudrait créer un cadre qui pourra permettre à ce que les jeunes soient entendus auprès du président Félix Antoine Tshisekedi. Et l'initiative est en train de bien évoluer. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes parti qui soutenait les actions du président de la République. Vous êtes dans l'Union sacrée. Oui, nous sommes l'un des partis de l'Union sacrée et pas le moindre aussi. Et nous croyons qu'avec la volonté politique du chef de l'État que nous sommes en train de soutenir, et nous croyons à cette volonté politique et nous croyons que les choses iront de mieux en mieux parce que d'abord il y a d'abord cette volonté et les actions qui pourront suivre, qui vont faire à ce que la population congolaise puisse se retrouver.
Alors justement parce que vous êtes en train de parler de telle sorte que la population congolaise puisse se retrouver à travers ce que vous faites dans votre parti politique Orange, quelque chose de très important. Mais revenons maintenant à notre thématique aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions commencer par cet aspect des choses. C'est justement d'abord commencer par quelle lecture faites-vous du comportement politique de la jeunesse congolaise? Le pays a connu déjà 3 cycles électoraux, je parle de 2006, 2011 et puis 2018. Est-ce que le comportement politique des jeunes Congolais a changé? Monsieur Mille, je pense que le comportement politique des jeunes Congolais devait d'abord être analysé et nous devons, il y a lieu de constater que les jeunes Congolais sont manipulés par le politique. Sont manipulés par le politique du fait que d'abord, les jeunes eux-mêmes ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont. Donc, parce que la première des choses, c'est d'abord connaître ce qu'on est. Quand on connaît sa vraie valeur, on ne va pas se laisser être manipulé par n'importe qui. Et cette jeunesse, moi je peux dire, tous les présidents qui sont élus dans ces pays ont été élus majoritairement par les jeunes. Mais cependant, cette jeunesse n'est que cette jeunesse qui est manipulée dans le parti politique. Et vous allez voir dans plusieurs partis politiques, nous faisons l'exception de ces partis politiques. Parce que oui, je suis... Ils sont manipulés, même votre parti. Je suis du parti Orange et dans mon parti, pas pour nous vanter, il y a beaucoup de jeunes qui occupent des postes de responsabilité. Je suis communicateur avec beaucoup d'autorité et beaucoup de punch. Bien sûr, parce que d'abord nous sommes un parti qui ne tient pas compte du favoritisme ou quoi que ce soit, mais c'est d'abord la compétence. Quand on est jeune, on est compétent, on vous met dans un poste de responsabilité, vous devez assumer ce poste et vous serez là. Donc je suis en train de dire, dans le parti politique, majoritairement, qu'est-ce qui se fait? Les jeunes occupent souvent le poste de sécurité, de protocole, tout ça. Mais en réalité, ce sont les jeunes qui sont aussi majoritaires dans le parti politique. Alors, vous pensez que les jeunes, on le reprend juste avec une petite valeur que par rapport à d'autres cadres? Oui. Tout d'abord, c'est par rapport à cette inconscience. Permettez-moi de parler de l'inconscience. C'est par rapport à l'inconscience de cette jeunesse. Parce que la jeunesse n'arrive pas à se prendre à juste valeur. Et quand on ne se connaît pas soi-même, et vous voulez que qui d'autre puisse vous considérer à votre juste valeur. Et moi, je parle maintenant en tant qu'acteur politique, nous qui comprenons que la jeunesse est très importante, même si la jeunesse n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'elle représente, mais nous pouvons aider les jeunes à cette prise de conscience. En arrêtant de le manipuler, en leur montrant que vous êtes très important, vous devez assumer, leur donner le poste de responsabilité. Pas les laisser comme... parce que quand on parle des jeunes... on peut prendre dans notre société, souvent les jeunes, on parle... bon, en fait, la jeunesse, souvent, on parle déjà jusqu'à 70 ans. Voilà. Mais dans notre société, quand on parle des jeunes, parfois, on va jusqu'à 40 ans. Et tous ces jeunes-là, qui ont moins de 40 ans dans le parti politique, constituent la grande partie, la majorité dans le parti politique. Mais seulement, si nous, les acteurs politiques, nous prenons conscience, nous arrêtons. Nous prenons la décision d'arrêter de manipuler ces jeunes. Parce que ces jeunes, c'est la crème intellectuelle de demain. Alors, ces jeunes, nous devons le préparer, doivent être préparés. Quel est souvent le discours qui est facile, auquel les jeunes sont captivés directement au point de se faire marchepied de beaucoup de cadres aujourd'hui, de beaucoup de politiciens aujourd'hui? Ils sont faciles à être manipulés à quel point de vue? D'après vous? C'est par de fausses promesses, M. Mille. C'est par de fausses promesses. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand, par exemple, on est en campagne, soutenez-moi, dès que je serai élu, voilà, je vais vous donner telle ou telle chose, je vais vous assurer peut-être le travail. Et les autres, ce n'est même pas ça. Mais c'est juste, non, écoutez, vous devez me voter, vous devez m'accompagner, et pour venir, voilà, je vais vous donner 10 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs. Et ces petites sommes d'argent, ce sont peut-être des appâts par lesquels on prend le jeune. Alors, d'après vous, aujourd'hui, que doit-on faire
vous êtes cadre d'un grand parti politique. Derrière vous, vous dirigez les jeunes. Ils sont nombreux, les jeunes filles tout comme les jeunes garçons. Alors, que doit-on faire de manière générale, justement, pour pouvoir responsabiliser les jeunes, de telle qu'ils ne soient pas de marchepied des politiques, d'autant plus que nous sommes en train d'ailleurs d'étendre déjà vers un 4e cycle électoral. Voilà. Ce que nous, en tant que politiques, nous devions faire, nous devons valoriser nos jeunes sur base des compétences. Déjà, au sein des partis politiques, il ne faut pas qu'on retrouve les jeunes seulement dans la Ligue des jeunes. Et cette Ligue des jeunes ne pas représentée dans les structures, dans cette structure de prise de décision. Dans les cercles de prise de décision, il n'y a pas la Ligue des jeunes qui est représentée. Vous voyez? C'est déjà une faiblesse. C'est déjà une faiblesse. Donc, nous devons, nous, en tant que politiques, dans nos partis politiques, insérer aussi les jeunes dans ces cercles de réflexion, là où les décisions sont prises. Et leur voix pourra être entendue au même pied d'égalité que tous les autres membres dans nos partis politiques. Et cela va permettre, vous savez, quand vous donnez à quelqu'un un poste de responsabilité, certainement il se voit considéré, il fera aussi l'effort d'assumer. Et la plus grande responsabilité ne revient pas seulement aux acteurs politiques, mais revient beaucoup plus à la jeunesse, aux jeunes eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les jeunes doivent se réveiller. Vous savez, notre hymne national, souvent nous disons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons, c'est au futur. Nous bâtirons. Donc, ceux qui bâtiront ce pays, c'est nous les jeunes. Donc, si l'hymne national se conjugue au futur, donc c'est nous les jeunes qui allons bâtir ce pays. Alors, c'est quelle jeunesse? Et le politique. Est-ce que vous ne voyez pas que aussi le fait que les jeunes ne soient pas, entre guillemets, comme vous venez de le dire, beaucoup conscients, et par le fait que au niveau même de partis politiques, les jeunes ne sont pas bien encadrés. Par exemple, en dehors des fausses promesses que les politiques sont en train de véhiculer ça et là, mais le vrai encadrement au niveau de beaucoup de partis politiques manque au point que aujourd'hui, en tout cas, les jeunes sont dans des partis politiques, mais ne connaissant pas à quel sens se vouer, par exemple. Vous savez, si cette manipulation est en train de continuer, c'est d'abord quoi? Parce que quand le politique vient, c'est peut-être avec une promesse. Voilà, vous devez me soutenir et une fois où nous serons à la commande, une fois où nous serons au pouvoir, voilà ce que nous allons faire pour la jeunesse. Et c'est question maintenant d'observer. Il y a beaucoup de partis politiques qui étaient dans l'opposition, qui avaient promis aux jeunes, voilà, une fois que nous serons au pouvoir, nous allons faire ceci. Alors, les jeunes maintenant doivent se questionner. Maintenant que nous sommes au pouvoir, qu'est-ce qu'en retour, nous, la jeunesse, nous gagnons? Vous savez, mais ça ne se limite pas seulement au niveau des partis politiques. C'est même aussi la politique du gouvernement. Voilà. Nous avons tout un ministère de la jeunesse. Mais écoutez, cette jeunesse, c'est une jeunesse sans emploi. Si on peut dire 99 ou 98% des gens sont des chômeurs. Là, il faut les noter. Alors, vous pensez que le ministère de Jeunesse qui est piloté par Yves Mboupoulo, son Excellence, ne fait pas assez, justement, à ce niveau-là pour permettre aux jeunes de se trouver quand même quelque chose? Non, je voulais aborder cet aspect de choses. Les jeunes, il n'y a pas de l'emploi. Et le ministère de la Jeunesse devait, ne fût-ce que néanmoins, soutenir les jeunes qui ont osé dans l'entrepreneuriat, dans le petit et moyen commerce, entreprise, tout ça. Alors, le ministère devait ne fût-ce que soutenir ces jeunes-là. J'ai entendu parler qu'il y a un fonds de promotion pour l'entrepreneuriat dans ce ministère de la jeunesse, des jeunes. Mais que fait ce fonds-là réellement? Vous voyez? Déjà, si le gouvernement aussi n'arrive pas à encourager les jeunes, à encadrer, parce que c'est la responsabilité d'abord de l'État. De même que l'éducation est la responsabilité de l'État, l'encadrement de la jeunesse est la responsabilité de l'État. C'est pourquoi nous avons tout un ministère qui est chargé de la jeunesse. Donc, il faut une bonne politique gouvernementale pour pouvoir encadrer les jeunes, responsabiliser les jeunes, j'allais dire, et aussi soutenir les actions des jeunes. Alors, je vais revenir à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez que vous êtes sur Canal Congo Télévision.
Justement, dans votre émission Opinion Libre, où nous sommes en train de réfléchir justement sur le comportement politique de la jeunesse congolaise, alors que le pays a connu déjà 3 cycles électoraux, 2006, 2011, mais également 2018. Bientôt là, nous allons déjà vers le 4e cycle électoral. Alors, quel comportement les jeunes sont-ils en train d'afficher? Sont-ils déjà devenus matures, ou bien les jeunes se laissent déjà aux premiers offrants, justement aux mieux offrants, et les jeunes sont ballottés ça et là? Alors c'est ça d'ailleurs ce qui a fait, je dirais, la première thématique justement au cours de cette émission, et nous sommes en train de réfléchir ainsi avec notre invité Monsieur Évariste Tshiswaka, qui est le communicateur du parti politique Orange, lui qui est en train également d'analyser le comportement politique de la jeunesse congolaise. Et nous venons de voir que le plus important, c'est l'encadrement, le très bon encadrement, non seulement dans les partis politiques, mais également cela doit relever à la politique nationale de la jeunesse, d'ailleurs, qui est bien pilotée par le ministre Yves Bumpoulou au niveau du ministère de la Jeunesse. En tout cas, nous pensons qu'au fur et à mesure que nous serons en train de parler de ce grand sujet, de ce grand thème, notre souci est que nous puissions également sensibiliser la jeunesse, à savoir prendre le bon côté pour que nous ne puissions pas retomber dans des antivaleurs auxquels nous avons déploré par le passé. Alors, je reviens à vous, monsieur Évariste. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un grand débat houleux dans les grands salons, mais également dans la classe politique congolaise. Le débat a été soulevé justement par un député national, il s'agit de Stephen Bikaï, qui a bien voulu, en tout cas, qu'ils puissent procéder au changement de la constitution de la République, mais également, il a soulevé, en tout cas, la question de dire que nous devions partir du mandat. Lui s'est attelé beaucoup plus en ce qui concerne le mandat du chef de l'État. Il a dit que nous devions partir de 5 ans à 7 ans. Il a démontré beaucoup de bienfaits à travers cette proposition de loi, d'ailleurs qui a été déposée déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Mais dans l'opinion, en tout cas, ça ne passe pas. C'est un grand débat qui est lancé. Nous voudrions alors savoir aujourd'hui, quelle est votre analyse? La première des choses, c'est de savoir, est-ce opportun aujourd'hui que nous puissions parler du changement de constitution en RDC? Merci beaucoup, Monsieur Mille. D'abord, je m'irais poser quelques jalons pour parler d'abord du contexte de l'adoption de cette constitution que nous sommes en train de beaucoup vanter aujourd'hui. Vous savez, c'est en 2005, que cette constitution a été adoptée. Et aujourd'hui, je pourrais bien le dire que la classe politique qui avait boycotté les référendums en 2005, c'est cette classe politique-là aujourd'hui qui s'est appropriée cette constitution. Nous nous souviendrons tous que lors du référendum, je me souviens encore, j'étais déjà majeur. Vous aviez voté ce référendum? Moi, je n'avais pas voté. Okay. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on s'était abstenu sur mot d'ordre du sphinx de l'humilité. Parce que nous étions dans l'opposition. Et moi, je me souviens, à l'époque, cette constitution, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce que s'était passé pour que cette constitution ne soit pas vulgarisée, au point que plusieurs Congolais n'avaient pas lu la constitution. Même ceux qui étaient allés voter, même les jeunes autrefois, les jeunes, pour ne pas citer le PPRD, qui avaient mobilisé pour que la constitution soit votée, je pense que même ces gens-là n'avaient même pas lu le contenu de la constitution, parce que il y avait un problème au niveau de la vulgarisation. Et cette constitution était beaucoup boycottée par la classe politique aujourd'hui qui est au pouvoir. À l'époque, nous étions encore dans l'opposition, avait boycotté cette constitution qu'elle était mauvaise. Okay? Alors, si nous partons de là, nous pouvons comprendre si réellement cette constitution était mauvaise, donc cette constitution devait être changée si on est honnête et sincère avec nous-mêmes. Parce que quelque chose que vous avez boycotté autrefois, et aujourd'hui,
vous avez l'opportunité de changer de choses. Vous pouvez les changer. Alors, parce que vous allez vous dire que c'est cette qu'on n'avait pas voté parce que voilà, telle disposition, telle disposition. Mais seulement, le problème avec nous, Congolais, c'est quoi? C'est que nous nous empêchons de réfléchir. OK? Nous nous empêchons de réfléchir à cause des intérêts politiciens. Comment ça, on s'empêche de pouvoir réfléchir? Et pourtant, la question est claire, non? Du changement de constitution. Mais écoutez, mais c'est un débat ouvert, ok? Un débat ouvert, même au niveau du Parlement, ce débat peut être ouvert, on peut débattre sur le changement de la constitution. Et celui qui a proposé, pour ne pas les citer, M. Steve Mbikai, c'est un Congolais, c'est un parlementaire qui, selon lui, a donné les avantages. Entre autres, il a dit les élections nous prennent beaucoup d'argent, ok? Et les organiser chaque 5 ans, c'est beaucoup d'argent qui sort du trésor public. Pendant qu'on n'a pas l'argent, nous cherchons à relever notre économie. C'est parmi les raisons qu'il a avancées par rapport au mandat du président de la République. Et vous êtes convaincu de ces raisons-là avancées? Non, je suis en train d'analyser. Voilà. Oui, ce sont les raisons qu'il a posées. Ce sont des raisons que je sais, ce sont des raisons normales. Ce sont des raisons normales. Mais seulement, qu'est-ce qui se pose? Quand on veut maintenant lire sur le plan politique, on se dit, non, écoutez, il est dans l'union sacrée. Donc, pourquoi, depuis tout ce temps, il n'avait pas donné cette proposition? Parce qu'il est aussi député sous Kabila. Pourquoi il n'avait pas donné cette proposition et mené dans cette proposition? Parce qu'il est en train de... il veut maintenant s'éterniser au pouvoir. Vous voyez? Déjà, quand on commence à... D'abord, au lieu de réfléchir sur le fond, voilà. On veut réfléchir maintenant sur la forme, mais pourquoi? C'est parce qu'il est en train de soutenir son frère Louba. On voit déjà. Quand on commence déjà à faire des analyses pareilles, et à ce moment-là, on s'interdit de réfléchir. Or, c'est un sujet qui pouvait créer un débat. On peut ouvrir le débat au niveau du Parlement, essayer de discuter là-dessus pour voir est-ce qu'il y a opportunité ou pas. Mais déjà, quand on commence à réfléchir en termes, non, il est en train de proposer ça parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir, parce que c'est son frère qui est au pouvoir. Déjà, on change le débat. Donc, le débat n'est plus un débat intellectuel. Alors, un débat un peu sentimental. Ok, ça concerne vraiment l'avenir et la nation tout entière. Alors, restons alors objectifs, justement, parce que nous sommes en train de réfléchir avec vous, justement, pour savoir... y a-t-il l'opportunité ou pas? Pourquoi est-ce qu'on veut bien procéder à ces changements de constitution aujourd'hui? À vous entendre parler, vous êtes favorable. Vous pensez qu'il y a de l'opportunité de pouvoir opérer le changement de la constitution au regard des éléments qui sont avancés par l'auteur de cette proposition, Steve Mbikai? En fait, M. Mille, je suis en train de dire... Je ne parle pas de l'opportunité, mais je dis plutôt, c'est intéressant. Le débat est intéressant. Mais ce n'est pas une priorité. Vous voyez? Ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Nous avons deux priorités concernant la population. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Union sacrée, c'était l'intérêt d'abord du peuple. Nous avons dit le peuple d'abord, on doit avoir pour l'intérêt du peuple. Ok? Et dans le prolongement du mandat, du chef de l'État, dans le changement de la Constitution, peut-être ce ne sont pas des débats prioritaires. Là, je prends maintenant ma place comme population, comme peuple, vous voyez. Ce n'est pas un débat prioritaire, donc c'est un débat qui peut aussi être mis, classé, et qui peut être ouvert à un moment donné. Mais comment vous pensez que ce n'est pas une priorité? D'autant plus que nous sommes en train de nous acheminer vers le 4e cycle électoral. D'ici 2023, on aura les élections au pays. Est-ce que nous allons partir avec cette constitution ou pas? C'est ça aussi tout le problème. Parce que si jamais on est crevé, je dirais, cet abcès aujourd'hui, n'est-ce pas que ça pourrait nous rattraper plus tard? Et que peut-être qu'on aura à le faire dans la précipitation sans qu'on ait beaucoup réfléchi. Non, vous savez, même si on doit analyser les raisons qu'a avancé l'honorable Steve Mbikai, nous voyons que ces raisons-là, pour les raisons qu'il a avancées, le changement de la Constitution peut même intervenir après le mandat ici, et on peut voir ça l'autre mandat, pour ne pas créer cette agitation, pour ne pas donner l'intention
qu'on veut s'éterniser au pouvoir pour ne pas donner l'intention qu'on est en train d'imposer quelque chose, en train de faire, donc de créer un flou. Et moi, je pense, personnellement, je me dis, ce n'est pas une priorité, mais c'est un débat que moi, je trouve intéressant. Parce que cette constitution, aujourd'hui, tous ces gens qui sont en train de crier, ce sont des personnes qui avaient boycotté de voter cette constitution en 2005. Alors, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, Steve est en train d'y revenir, l'honorable Steve Mbikai, qui est le président du parti politique EPT, il est en train d'y revenir. Alors, nous rappelons que déjà en son temps, avec le régime passé, c'était également cette problématique qui avait fait surface. Justement, tout le monde voulait que l'on puisse changer la constitution, d'autant plus que ça présentait plusieurs faiblesses. Et aujourd'hui, les mêmes faiblesses sont présentées, relevées par l'honorable Steve Mbikai. Alors, est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont en train de s'opposer à cette démarche ont raison aussi? Ont-ils les raisons? Jusque-là, je suis en train de suivre le débat sur le plateau de télé. Et les débats-là ne s'inscrivent pas sous forme de débat scientifique. Ce ne sont pas de débats scientifiques, mais ce sont juste des débats politiciens. Donc, c'est-à-dire, on s'empêche de réfléchir, ok? On se crée déjà de prétextes. Non, voilà, c'est parce que par exemple, nous avons eu un analyste qui est également un politicien. Il nous a dit que, par exemple, conformément à l'article 222 de la Constitution, mais également à l'article 191, il est d'ailleurs dit qu'on ne peut pas changer la forme de l'État. Pour eux, le fait que l'article 222 revient sur la forme de l'État qui ne peut pas être changée, ça fait déjà un grand point qui contribue, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas changer, disons, la Constitution. Il nous a également fait voir que au niveau de l'article 191 de la Constitution, l'on dit qu'on ne peut pas changer la Constitution pendant que le pays est sous l'agression et sous l'état de siège, mais également sous un gouvernement militaire. Est-ce que ce ne sont pas aussi des éléments scientifiques et objectifs en dehors des autres débats où vous dites que les gens se sont écartés, s'empêchent de réfléchir, mais quand même il y a de la matière? Ok, s'il y a de la matière, d'abord, si je prends l'article 191 de la Constitution, et nous ne sommes pas dans ce contexte-là, ok? Donc, ce n'est pas tout le pays entier qui est sous un gouvernement militaire. Là, il faut le noter, c'est une partie du pays qui est dirigée par le militaire. Les deux provinces, donc, donc ça n'empêche pas, ce n'est pas dans ce contexte-là. Si c'est un débat qu'on peut faire comme ça, là, c'est intéressant. Mais moi, je voudrais ici rappeler que notre Constitution présente beaucoup de failles. Vous savez, si vous suivez, j'avais suivi le débat des constitutionnalistes. Oui. Il y avait le professeur Mbata, j'ai suivi le professeur Jacques Njoli, qui ont fait le débat. Ce sont de grands constitutionnalistes de notre pays, que nous avons dans ce pays. Ils ont montré des failles de notre Constitution. Et cette constitution est traitée comme une constitution de belligérants. Voilà. Alors, avec toutes ces failles, vous ne pensez pas qu'on doit arriver à créer, à modifier, à changer certains points? Le problème avec le politique, c'est quoi? C'est-à-dire, tout ce qui se fait a l'impression d'être, oui, c'est vrai, c'est la politique qui est au-dessus, mais parfois on doit réfléchir en scientifique, parce que aujourd'hui, vous êtes en train de faire cette constitution, demain, ce seront d'autres personnes qui seront là, et qui seront en train de défendre et ne seront pas des opportunistes. Les gens cherchent maintenant à ne pas tailler, chacun cherche à tailler sur mesure. Mais c'est ça. Donc la Constitution ne doit pas être taillée. Général. La Constitution ne doit pas être taillée sur mesure. Or, cette Constitution que nous avons ici a été taillée sur mesure. C'est la raison même pour laquelle, en 2005, il y avait eu boycott. Le Sphinx de l'Humanité avait refusé que nous puissions voter parce que cette constitution était taillée sur mesure. Le Sphinx de l'Humanité, vous faites allusion à... Je fais allusion au père de la démocratie. Ok, de l'UDPS. Papa Étienne Tshisekedi Yachichi. Okay. Donc je fais allusion à lui quand je parle de Sphinx de l'Humanité. Oh, voilà. Donc à l'époque, il avait parce que quand j'étais taillé sur mesure. Alors il ne faut pas que chaque fois la constitution puisse refléter une personne. Non. C'est notre constitution et doit refléter l'image de la nation et cette constitution doit garantir tout le monde. Cette constitution doit garantir tout le monde.
Et vous dites déjà que oui, il y a cette constitution en train de présenter plusieurs faiblesses, mais ce n'est pas le moment de pouvoir engager. Oui, le débat peut être engagé, mais procéder au changement pour vous, vous pensez que c'est très tôt. Il y a beaucoup d'autres priorités ailleurs auxquelles le pays est en train de faire face. Parce que nous sommes en train de chiter M. Évariste Tshisekedi pour ce numéro d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer justement aux politiques, à ceux-là qui veulent le changement de constitution et à d'autres qui s'y opposent? Vous, en tant que cadre également d'un grand parti politique, quel message pouvez-vous faire et lancer, mais également à la population qui est en train de nous regarder? C'est quoi le juste milieu quant à ça? En fait, s'il y a un message à lancer, je pense que ce message, je le lance à l'endroit de tous les politiciens pour dire que notre population est en train de souffrir. Okay? Donc, nous devons réfléchir sur comment remédier à la souffrance de la population. Et si le changement qui doit être opéré est pour l'avantage de la population, je pense que ça serait de meilleurs changements. Parce que la population attend beaucoup de nous. Aujourd'hui, la population attend beaucoup de l'union sacrée. Sur le plan social, il y a beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses. Et je pense que nos politiques doivent réfléchir sur comment relever ces défis face à la population au lieu d'aller dans le débat politique, le débat de positionnement. Donc, on doit éviter le débat de positionnement, mais plutôt allons avec le débat, réfléchissons dans le cadre des remédies aux problèmes de la population. Merci beaucoup, M. Évariste Tshisekedi, d'avoir été de nôtre, justement, à travers cette émission Opinion Libre. Mesdames et messieurs, c'est par-ci que nous mettons un point final avec cette émission Opinion Libre. Vous pouvez continuer à nous regarder toujours sur Canal Congo Télévision, mais également à travers notre chaîne de télévision Rally, disons CCTV, Rally officiel Opinion Libre. Vous allez nous retrouver. Nous disons merci à notre ami Olivier Lungongo qui était derrière la caméra. Nous disons merci à Bruno Ndinga ainsi que Moron Zambé qui ont assuré la régie finale. Nous allons vous retrouver avec vous également d'ici là avec un autre invité pour notre numéro de l'émission, mais également avec une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien dans vos maisons.